Nous sommes en compagnie de Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Marc. Alors on va revenir sur l'indice parisien, le CAC 40, avec une baisse toujours limitée de 0,12%. On est à 4635 points. Donc c'est vrai que ce matin on a ouvert dans le rouge. Vous étiez avec nous à 9 h pour l'ouverture du CAC 40. Vous nous disiez que le CAC 40 était sur une tendance haussière, que ça allait sûrement se poursuivre, même s'il fallait plutôt miser sur des replis pour rentrer sur l'indice actuellement pour jouer cette hausse. Bon, là aujourd'hui, on est à 4634. Est-ce que vous estimez que c'est un bon point d'entrée? C'est un peu difficile à dire là comme ça parce qu'en fait la question dont on parlait ce matin, c'est de savoir quand est-ce que pourrait avoir lieu une correction intermédiaire avant cet élan que je pense qui mènera le CAC vers les 100 000 points, la borne supérieure du canal notamment. Mais si c'est sur de l'intraday, oui, je pense que là, on peut rentrer sur ces niveaux-là sans prendre trop de risques avec un stop un peu serré, puisque de toute façon, on l'a vu, il n'y a absolument aucune espèce de volatilité aujourd'hui, ni aucune news vraiment que les gens attendent. Donc oui, pourquoi pas. C'est toujours plus intéressant de rester dans la tendance, comme on dit, plutôt que d'essayer de jouer la contre-tendance sans aucune information valable. Donc pour ce qui est de l'intraday, pour les gens qui regardent juste aujourd'hui, oui. Maintenant, comme je l'ai dit, à plus moyen terme, je pense qu'effectivement que la tendance devrait rester haussière pour l'instant sur les indices et sur le CAC. Effectivement, le lundi, c'est assez à double tranchant. Soit on a des séances très volatiles où on a des fortes progressions, fortes baisses, ou des séances où il ne se passe pas vraiment grand-chose, très peu de volatilité. Et il semblerait que cette séance aujourd'hui soit un petit peu comme ça. On a vraiment un écart on a fait un écart de combien de points là ce matin? On a fait un écart d'une vingtaine de points. Voilà, on a fait 4620 au plus bas, 4640 au plus haut. Là on est code 4630, on est moins 0,22. Alors bon, c'est vrai qu'on est un peu entre deux eaux là. Ouais. Je pense effectivement que là, à court terme, sur l'intraday, la zone des 4006 par exemple, tant qu'on reste au-dessus, peut représenter un point d'entrée intéressant pour ceux qui voudraient jouer une petite hausse on va dire, d'une cinquantaine de points sur le CAC. Maintenant, bon, on sait que tout ça, et tout ce qu'on a vu là en fin de semaine dernière était notamment dû au discours de la BCE. Et d'ailleurs, pas seulement qu'au discours de la BCE du jeudi même, puisque déjà avant, les marchés commençaient déjà un petit peu à anticiper ce discours avec des bonnes nouvelles. Donc le CAC a effectivement pris énormément. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est intéressant en termes stratégiques, vu que je l'écrivais dans mon suivi d'hier. Les États-Unis sont pour une fois un peu en retard par rapport à l'Europe, sous-performent un peu, et je pense que... Mais ils ont tellement surperformé bien aussi sûr, avant, mais alors tout à que l'Europe fait. était en retard. C'est plus un rattrapage, on va dire, de l'Europe. Alors, de toute façon, ce ne sera jamais un rattrapage de l'Europe, on ne sera jamais à hauteur des États-Unis, quoi qu'il arrive. En tout cas, en France, on voit bien, par exemple, qu'un indice comme le CAC est encore beaucoup plus faible. C'est vrai que par rapport au DAX, on a atteint la semaine dernière justement des niveaux historiques, alors que le CAC est quand même très en retard par rapport à ces niveaux. Le DAX, lui, effectivement, a plus, j'allais dire une tête entre guillemets, à correspondre un petit peu aux indices américains avec des plus hauts historiques, etc. Alors, sur les indices américains, vous disiez, voilà, on est un petit peu en retard. En revanche, on a dans 2 jours la réunion de la Fed qui va avoir lieu. Ce sera donc mercredi. Ça risque, c'est mercredi, ça risque de faire bouger sûrement un petit peu les marchés, même si on s'attend globalement à pas beaucoup d'annonces particulières. Je pense pas, effectivement. Je pense qu'il n'y aura rien de très particulier pour l'instant. Il y a cette fameuse hausse des taux qui est crainte ou attendue, enfin, je sais pas pourquoi elle ne devrait pas être crainte tant que ça, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie, une hausse des taux, mais pour l'instant, je pense qu'elle ne sera pas d'actualité, et je crois qu'effectivement, c'est intéressant, au vu de ce qui se passe en Europe et de cette espèce de dynamique haussière, de jouer justement le retard des États-Unis, comme moi je compte le faire aujourd'hui sur certaines valeurs américaines que j'ai sélectionnées, qui présentent une configuration qui me semble intéressante, avec un potentiel assez intéressant, puisque on est aux États-Unis davantage sur des fins de consolidation avec des reprises haussières qui sont en train d'arriver. Donc là, vous misez sur des retards de valeurs américaines qui sous-performent un petit peu pour miser un petit peu, alors c'est pas de l'intraday, c'est pour miser un petit peu à moyen terme. Oui, sur du swing, tout à fait.
Oui, par exemple, si vous regardez Google, sur lequel on est déjà positionné, Google a initié un rebond qui commence à être relativement conséquent, mais reste en retard par rapport à ses précédents plus hauts, qui pourrait tout à fait aller regagner. Mais si Google allait regagner des plus hauts, on verra en regardant le graphe, si Antoine le trouve, mais je pense qu'il va le trouver, que c'est quelque chose qui nous offre un potentiel de hausse assez intéressant. Vous voyez là, Google est en train de manifester un vrai potentiel de reprise, mais n'est pas encore sur ses plus hauts qui sont là, comme on le voit avec Antoine, autour des 605 $. Et il y a plusieurs valeurs qui sont comme ça. J'en ai sélectionné quelques-unes: Amazon, Yahoo, Microsoft, pour ne parler que des plus grosses. Justement, c'est intéressant puisque cette semaine, ce sera les publications de résultats de pas mal de valeurs d'high-tech. Il y a à peu près 141 valeurs sur le S&P 500 qui vont publier leurs résultats, notamment Apple et Microsoft. Alors peut-être un arbitrage entre ces valeurs, quelles sont celles qui vous intéressent? En général, alors moi je regarde, comme vous le savez, je regarde essentiellement les graphiques. J'ai sélectionné Microsoft ce week-end. Apple, je ne l'ai pas sélectionné pour la bonne et simple raison qu'on est déjà positionné dessus chez DT Expert. On a un call dessus comme Google. Et j'ai sélectionné également Yahoo et Amazon. Alors, Microsoft, elle est intéressante effectivement puisqu'on a eu le double appui sur 45 $, et puis une belle reprise haussière. On pourrait maintenant revoir les plus hauts qui sont aux alentours de 50. Absolument, c'est autour des 50 $, oui. Oui, on a ce qu'on appelle des ABC chez nous de correction typique. Beaucoup d'éléments qui... Alors les ABC, peut-être nous expliquer un petit peu. Alors les ABC, ce qu'on appelle les ABC, c'est en général, très souvent dans les décomptes héliotistes qu'on met en place, c'est une consolidation qui a lieu en 3 temps, qu'on appelle ABC. Là, vous le voyez, si Antoine vous montre juste avant le dernier point bas 45, il y a trois temps comme ça qui sont venus... Si vous partez du plus haut, du plus haut qui doit être autour des 49, non, celui juste après à votre droite, voilà. Non, encore après. Voilà, si on part de là et qu'on descend jusqu'au point bas, on a effectivement 3 temps, un en ABC comme ça, ABC. Mais même si vous preniez le plus haut historique là-bas et que on avait également 3 temps qui sont là, si on part de là jusqu'à là. Donc en fait, c'est des ABC continus qui sont en général typiques de figures de continuation en fait. C'est-à-dire qu'après ce type de consolidation, la tendance doit reprendre son cours normalement. Donc c'est à cette faveur-là qu'on a choisi un certain nombre de valeurs américaines qui nous semblent intéressantes. Alors, en revanche, les valeurs européennes sont en retard par rapport aux valeurs américaines, elles sont moins valorisées, moins chères en tout cas. Et là, on voit en ce rattrapage donc, de l'indice parisien notamment, vous estimez qu'il n'y a pas des opportunités sur certaines valeurs françaises? Si, il va falloir faire du cas par cas, trouver des valeurs qui sont en train de sortir d'une zone de consolidation, par exemple toute valeur qui sortirait d'un canal, d'un triangle, de tout type de figure de temporisation, ou des valeurs qui, comme on l'a dit Antoine tout à l'heure sur Microsoft, présentent des rebonds sur des niveaux qu'on appelle en double bottom, c'est-à-dire ça, c'est des valeurs qui pour moi devraient être intéressantes, davantage que des valeurs qui seraient déjà sur des plus hauts assez importants et dans lesquels on pourrait se demander s'il est bon de prendre le train en marche ou pas. Vous en avez sélectionné? J'ai pas encore tout suffisamment bien regardé. J'en ai vu quelques-unes qui me semblaient intéressantes, mais pour l'instant, j'ai pas encore tranché sur celles sur lesquelles je vais me positionner. On a vu la semaine dernière qu'il y avait un bon nombre de valeurs en France qui avaient fait des nouveaux plus hauts, plus hauts historiques, comme Air Liquide par exemple. J'ai Air Liquide en tête. Je sais plus, Essilor, Pernod, non? Oui, Essilor également. Et Essilor qui a fait un plus haut historique la semaine dernière. Est-ce que pour vous, ce sont des opportunités pour entrer en position, sachant qu'on est, comme regardez, sur Air Liquide, on a tout de même fait 10 séances consécutives de hausse, et là on continue d'ailleurs ce matin. On voit que ce sont des valeurs très fortes. Donc comment vous conseillez nos auditeurs pour justement entrer en position, puisqu'on est vraiment sur des plus hauts et que on a un potentiel tout de même correctif qui est plus important? Là, sur ces valeurs-là, j'ai toujours du mal, moi, mais c'est pas forcément une bonne chose, hein. Si vous regardez certains graphiques qui ont eu une tendance vraiment haussière sans appel pendant plusieurs mois, ça arrive. À tout moment, il aurait été bon de prendre le train en marche. Moi, j'ai du mal à envisager ce genre d'attitude, notamment quand je peux trouver des valeurs qui présentent un potentiel de hausse intéressant, mais qui ne sont pas forcément comme ça sur des plus hauts où on ne sait pas trop où on va, ni comment... donc non, moi je rentrerai pas aujourd'hui sur Air Liquide par exemple. Alors moi j'ai une question, parce que j'en reçois beaucoup, vous n'êtes pas gérant, vous êtes plutôt trader. J'en reçois beaucoup de gérants, notamment dans Direct Marché et dans Direct Gestion, et beaucoup me parlent de certaines valeurs
valeurs, c'est vraiment le marronnier. On parle d'Ingenico et de Téléperformance, par exemple, qui sont vraiment, surtout Ingenico, qui sont les valeurs que tous les gérants ont en portefeuille actuellement, parce qu'elles délivrent des bénéfices sur plusieurs années, que le cours apparemment est sur une tendance haussière aussi qui ne s'arrête pas. Alors, est-ce que vous avez déjà regardé cette valeur-là? Est-ce que vous avez vu avec un œil de trader, donc c'est différent, je rappelle, d'un œil de gérant. Ouais. Est-ce que vous trouvez que cette valeur est intéressante? Alors, ce que vous dites est très vrai, à savoir... Alors juste une petite précision, Ingenico vient de faire un nouveau plus haut historique à l'instant. D'accord. Voilà, donc 11,99. Est-ce qu'on peut réduire le graphe sur du plus long terme pour voir un peu ce que... Voilà. Bon, là, vous voyez qu'effectivement, pour des gérants, ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est une valeur qui est... solide, qui présente pratiquement une tendance haussière nette, sans appel. Alors pour des traders, ou en tout cas pour même des swing traders, des gens qui joueraient, oui, c'est une valeur qui reste intéressante, sur laquelle il faut essayer de rentrer à chaque fois sur des petites corrections, donc notamment pas maintenant, typiquement. Mais quand on voit ça, on se dit mais c'est pas possible, la valeur va se retourner. Ah bah oui, mais alors ça, comme tout, oui, c'est le problème de tout, de tous les gestionnaires ou traders, c'est de savoir, c'est la crainte que beaucoup peuvent avoir. Mais il ne faut pas avoir peur de gérer parce que par crainte d'un retournement. Là, c'est comme on en parle souvent sur le pétrole, l'euro-dollar. Oui, à un moment, ça va rebondir, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir peur de continuer à jouer à la baisse parce que le potentiel peut être encore intéressant. Même s'il commence à se réduire sur l'euro, plus que sur le pétrole selon moi. Mais c'est typiquement, quand on regarde ça, votre remarque est très juste, mais c'est typiquement se mettre à la place psychologiquement d'un intervenant qui se dit cette valeur c'est pas pour moi parce qu'elle monte tout le temps. C'est un peu antinomique parce qu'on se dit si elle monte tout le temps, pourquoi elle serait pas pour nous? Parce que justement elle a trop monté, on se dit non, le jour où je vais arriver, ça va me tomber dessus. C'est un peu comme quand on est je sais pas, au supermarché et qu'on choisit une file et on se dit non, là ça me tombe dessus parce que j'ai pas de chance. Non, on se rend pas compte. Ça m'arrive toujours. Ça. Ça arrive à tout le monde. Et là c'est la même chose. On peut se dire non, je vais rentrer sur cette valeur qui monte tout le temps et le jour où je vais rentrer, elle va décider de baisser. Mais alors là justement graphiquement sur Ingenico, est-ce qu'on voit des éléments qui pourraient nous dire ça va continuer à monter ou au contraire attention? Alors graphiquement, techniquement, on voit comme on est sur des plus hauts historiques, on est ce qu'on appelle sans fil. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas sur des plus hauts historiques, même si la hausse est importante, vous êtes en train de retracer un précédent mouvement, puisque en face de vous, il y a un plus haut quelque part, que vous n'avez pas encore atteint. Là, quand on est sur des plus hauts historiques, on ne retrace rien. On est juste dans des calculs d'extension, ce qu'on appelle des extensions, qui nous permettent d'avoir des prochains objectifs à chaque fois, mais absolument aucune conviction dans une tendance ou un retournement, puisque par définition, il n'y a absolument aucun... Et en plus, la hausse est assez nette. Alors voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, la progression du titre est assez constante. Il n'y a pas vraiment de soubresauts avec des grosses grosses hausses. On a vraiment... une hausse bien construite. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas forcément idiot de continuer de jouer la hausse. Voilà. Peut-être que si à un moment on commence à voir ce qu'on appelle des rounding tops, c'est-à-dire des tops qui deviennent de moins en moins importants, ou un wedge qui commence à se dessiner. Alors un wedge, c'est un biseau d'étranglement, donc ça ressemble à un triangle, mais c'est un peu plus étiré. Et en fait, ce sont donc deux droites qui forment un angle assez obtus et à l'intérieur duquel les cours finissent par être... si on regardait par exemple le pétrole, typiquement, si on regarde le moment où le pétrole s'est violemment retourné à la baisse, il est sorti d'un wedge justement, donc une figure de retournement. Donc les cours étaient étranglés de plus en plus au sein de cette figure-là et c'était un signal baissier assez important. Alors, on va sortir un peu justement de ces valeurs, de ces actions, pour revenir justement sur les devises que vous suivez aussi. On a l'euro encore qui continue sa baisse. Alors, on a eu évidemment la baisse qui dure depuis plusieurs mois. On a eu la Banque nationale suisse qui a provoqué un fort mouvement également de baisse. La BCE qui vient derrière, c'était une anticipation finalement de ça. Ça va continuer jusqu'où là? Quels sont vos objectifs?
Moi, j'avais un objectif qui était autour des 1, enfin que j'ai revu à 1,06, pardon, pas 1,6 bien sûr, 1,06 qui correspond à une borne inférieure d'un large canal, mais assez solide, en place depuis très longtemps. Donc c'est la première zone à laquelle je vais faire attention. Mais si cette zone devait vraiment céder, si on met un graphique sur le plus long terme, je pense qu'on verra le canal dont je parle, même encore peut-être encore plus. Voilà. Ici, si vous tracez un canal donc avec la droite qui passe par les plus hauts et vous tracez la parallèle par les plus bas, quelque chose comme ça. Et encore, je ne sais pas si vous êtes en linéaire ou en log. Je suis en linéaire là. Ah oui, ça. Bon, moi je l'ai mis en log. Bon, qu'importe. Oui, mais c'est à peu près ça. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc vous voyez, cette borne inférieure se trouve aujourd'hui autour des 1,6 à peu près, d'après mes derniers calculs. Donc je pense que c'est le premier objectif sur lequel on peut envisager un rebond, voire un retournement. En revanche, si on passait sous les 1 euro, là, je crois que, même si ça me semble pour l'instant peu probable, le potentiel serait encore plus fort en faveur du dollar. Ouais. Bah, certains avalants que nous avons eu sur Direct Investor estiment qu'on peut aller justement à une parité en dessous en dessous d'un dollar. Mais pour moi, si on passe sous les 1, là, après, on n'est pas prêt de s'arrêter, en fait. Donc c'est pour ça que je mets une petite réserve en attendant ce... Première visée, donc c'est 1,06 selon vous. Oui, sur l'euro-dollar, oui, tout à fait. Toujours est-il qu'à de court terme, là, aujourd'hui, on a tout de même un beau rebond de l'euro qui rebondit. On était passé sous les 1,10 durant la nuit. On est actuellement à 1,1248, notamment sur les propos de Benoît Cœuré qui a dit que l'euro était survendu en fait. Oui. Alors qu'est-ce qu'on appelle survendu parce que... Vous voyez plutôt un niveau des 1,20 qui correspondrait au réel, à la parité. C'est ça, aujourd'hui. Ouais. Oui, alors ça c'est un peu... Ça, je ne sais pas sur quoi on se base pour dire ça, parce que pour moi ça fait un moment qu'il devrait être survendu, comme on dit. C'est comme le pétrole d'ailleurs, mais c'est pas pour autant que j'envisagerais aujourd'hui un rebond sur ces sous-jacents-là, non. Donc là, par exemple, l'euro-dollar qui rebondit, on est à plus 0,39% à 1,1250. C'est un bon point d'entrée, par exemple, pour revenir sur un objectif de 1,06, comme vous disiez? Oui. Je pense que là, toute espèce de rebond léger présente des bons points d'entrée. Alors sur l'euro, pour l'instant, je n'y suis pas revenu, mais je l'ai fait sur le pétrole. Quand on s'est vu la semaine dernière, on voyait qu'il y avait une petite temporisation. Donc on est rentré à nouveau à la baisse sur le pétrole. De là, savoir si on a eu raison, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on ait raison, mais mes objectifs sur le pétrole restent nettement plus bas encore, que ce soit sur le Brent ou le crude oil. Oui, vous avez un objectif de 35 $ à peu près. Sur le crude oil. Que je maintiens et qui nous permettrait d'être très largement gagnant. J'ai regardé également les métaux, puisque au niveau des matières premières, l'or, l'argent ont bien rebondi. Sans doute sur des corrections, ça pourrait être des sous-jacents sur lesquels il serait bon de revenir. J'ai regardé également le platine ce matin, qui me semble justement commencer à manifester un potentiel de rebond intéressant, avec pour le coup une marge vers le haut plus intéressante, puisque en retard par rapport à l'or et l'argent. Alors, c'est vrai que donc, vous suivez un petit peu tous les actifs, tous les sous-jacents, que ce soit le marché action, les devises, les matières premières. Vous nous avez parlé du pétrole. Est-ce qu'il y a également du platine? Est-ce qu'il y a des matières premières que vous suivez particulièrement, qui soient vraiment actuellement intéressantes à jouer? On a eu par exemple notamment la semaine dernière, il y a 2 semaines, un crash sur le cuivre. Est-ce que par exemple le cuivre c'est quelque chose que vous suivez? Oui, je regarde le cuivre effectivement. Là je l'ai pas regardé depuis cette semaine, mais ça fait partie des matières premières que je regarde. Je regarde effectivement le plomb, je regarde le zinc de temps en temps. Là je vous ai dit j'avais sélectionné le platine. Là on est sur le... On est sur le cuivre. Est-ce qu'on peut l'avoir sur du plus long terme? Parce que je me souviens qu'il y avait un... Par rapport voilà, oui, alors là, effectivement, ça me rappelle typiquement, pas tout à fait le graphe qu'on a sur le pétrole, mais si on a une forte baisse qu'on a eue là-bas entre les 475, 480 et on est redescendu jusqu'à 300, après on a une espèce de
petite temporisation triangulaire, et là, on est repassé encore en dessous. Je pense que sur le cuivre, le potentiel de baisse est loin d'être épuisé. Ouais. Les objectifs qu'on voit là me semblent largement atteignables, voire même sous les 210. Je sais qu'il y a aussi, je regardais aussi le gaz naturel assez souvent, qui lui est corrélé un petit peu avec ce qui s'était passé notamment en Russie, qui est un gros producteur, et j'avais un biais baissier assez important aussi. Qui se confirme. Oui. Il y a un regain en plus de tension ce week-end. Ouais. Ça va sûrement impacter en effet peut-être le gaz. Sans doute. De toute façon, toute cette zone-là reste sous tension et on le voit parce que les cours du gaz sont à la baisse depuis un certain temps. Donc voilà, jouer le platine à la hausse, attendre des corrections sur l'or et l'argent, jouer le gaz naturel, voire le cuivre à la baisse, rester baissier sur l'euro-dollar et le pétrole, ça fait déjà quand même beaucoup de choses, et commencer à faire ce qu'on appelle du stock picking, sélectionner quelques actions qui nous semblent en phase de retournement ou de rebond assez important. Ça fait beaucoup de choses à suivre tout ça. Ouais, mais c'est intéressant. On va pas se plaindre. Hein. On dit là qu'on a fait, on a fait quasi l'année là sur le mois de janvier, notamment sur l'indice parisien. Est-ce que vous avez également fait des belles performances? Oui, peut-être pas aussi belles que ce que j'aurais souhaité. C'était difficile de vraiment jouer cette semaine dernière parce que entre ce qu'on disait, ce qu'on pensait qui était déjà pricé, entre le fait que certains pensaient quand même à un feu de paille ou une annonce qui allait justement être un petit peu décevante, ça pouvait être un petit peu de la roulette russe, il fallait pas non plus risquer trop gros. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, je pense qu'il y a certains feux verts certains feux qui sont passés au vert et qui vont nous permettre effectivement d'avoir un peu plus de sérénité pour les mois à venir. Ouais. Oui, non, pour confirmer ce que vous avez dit, effectivement, on avait plusieurs intervenants d'ailleurs sur le plateau qui ne croyaient pas justement à l'intervention de la BCE comme justement un catalyseur de nouvelles hausses. Ouais. Et finalement, Mario Draghi nous a encore surpris positivement, puisqu'il l'a fait quand même souvent, où on pensait que ça allait être un feu de paille, et finalement, il nous a surpris. Il a surpris les investisseurs positivement, et on a repris depuis 3%, même 3,5% depuis les annonces de Mario Draghi. Ouais. L'or, c'est aussi quelque chose que vous suivez, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que c'est une valeur refuge. Bon, là, on est sur un trend plutôt haussier sur l'indice parisien, mais est-ce que ça peut être quelque chose à jouer? Oui, là, bizarrement, on peut être de temps en temps haussier à la fois sur les indices et sur l'or, même si on dit souvent que c'est des sous-jacents qui sont censés être à contre-tendance. Oui, ça n'a pas été le cas la semaine dernière. On avait qu'on a eu des marchés qui ont progressé, un or qui a progressé également. Là, en revanche, on est dans le rouge sur l'or, là, actuellement. Oui, de 0,86%, mais on voit qu'on a pris à peu près une dizaine de pourcents là, depuis le début de l'année. Oui, non, l'or a manifesté un beau rebond, et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, or-argent sur correction, ça peut être des sous-jacents qui sont intéressants. Alors, comment est-ce que vous expliquez justement cette décorrélation entre l'or et les marchés actions? Puisque normalement, comme vous disiez, ils sont corrélés, inversement. Alors attention, ils sont corrélés, inversement corrélés sur ce que j'appelle des grandes tendances. C'est-à-dire si vous regardez de façon empirique et vous tracez des grandes tendances sur l'or et sur les indices, vous avez une véritable complémentarité. Les indices, par exemple, étaient dans une phase de hausse à partir des années 80 jusqu'à la bulle des années 2000. Si vous regardez le graphique de l'or, c'était vraiment la période où l'or était dans une phase de temporisation triangulaire très longue. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, voilà, si on regarde, même si vous aviez... Non, si vous pouvez resserrer sur du beaucoup plus long terme, en fait, Antoine, parce que le triangle... Là, vous avez sur 86. Ouais. Alors là, si, quand même, je pense que voilà, si vous voyez ici, là, cette phase, vous voyez, où l'or est plat avant cette forte hausse, voilà. Là, on est dans les années 80-2000, ici, c'est ça, exactement. Voilà. Donc là, pendant ce temps-là, les indices étaient en train de monter. Et en 2000, au moment où les indices se sont vraiment retournés, Antoine, normalement, ça doit correspondre à peu près au début de la hausse sur l'or. Donc là, vous voyez que sur des grandes tendances comme ça, effectivement, on a typiquement ce genre de considération-là. Et je pense que le sommet sur l'or était en quelle période? 2011, voilà.
1er septembre 2011. Voilà, et ben 1er septembre 2011, ça correspond au début pratiquement du canal haussier dans lequel le CAC est rentré, et pendant ce temps-là, l'or a lui consolidé. Donc on a effectivement cette contre-tendance qu'on remarque sur des visions de très long terme. Maintenant, à moyen court terme, de temps en temps, on peut avoir, Dieu merci, sinon il suffirait de calquer l'un par rapport à l'autre, à l'inverse, on peut avoir des tendances qui sont similaires, comme on les a actuellement. Merci beaucoup Marc Daguerre pour ces éléments. On va vous quitter. Hein. Bah oui, il faut bien. On va marquer une page de publicité et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.